Mettre fin au conflit intercommunautaire entre Katanga et Kasaïan, le chef de l'État séjourne à Lubumbashi pour clôturer le forum sur la paix et le vivre ensemble. En Ituri, petit à petit, la situation revient à la normale. Les populations ayant fui les affrontements sont de retour dans les villages grâce aux forces armées congolaises qui sont arrivées à restaurer l'autorité de l'État. On en parle rarement et pourtant c'est une réalité évidente dans la société. Quelques hommes souffrent, mais sans le déclarer, des violences que leur font subir les femmes. Le sujet doit être au centre de l'éducation afin de lutter contre ces agressivités. C'est l'objectif de la conférence débat organisée par le département de Master en formation sociale. Le journal sur la télévision du cinquantenaire. Bienvenue à tous. On ouvre cette édition par le séjour du président de la République à Lubumbashi. Félix Tshisekedi est arrivé dans la soirée d'hier mercredi pour clôturer les assises de la conférence interprovinciale du Grand Katanga et Grand Kasaï au sujet du flux migratoire du peuple kassaïen vers le Grand Katanga et de la cohabitation pacifique entre les deux peuples qui ont choisi de vivre dans cette partie du Congo démocratique. Le chef de l'État se penchera aussi sur les enjeux de développement de l'espace Grand Katanga, Grand Kasaï. C'est un reportage de Jean-Paul Kimoni. C'est à 20h10 que l'avion transportant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est posé sur les tarmacs de l'aéroport international de la Loano. Au pied de l'avion pour accueillir le chef de l'État, le gouverneur Jacques Kaboula Katwe et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Le premier citoyen congolais marchera par devant les différentes personnalités venues l'accueillir pour les saluer. C'est notamment les gouverneurs de 9 provinces, ceux du Grand Katanga et du Grand Kasaï, qui participent à la conférence interprovinciale portant sur la tolérance et le vivre ensemble entre les deux communautés. Les députés, les chefs coutumiers, les cadres et militants de partis politiques, membres de l'Union sacrée pour la nation aussi. Il faut souligner que les partis membres de la plateforme politique et autres structures soutenant le chef de l'État se sont particulièrement mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne à Lubumbashi pour une visite officielle visant à traiter plusieurs questions relatives au développement et à l'essor de cette partie du pays avant de clôturer les travaux de la conférence interprovinciale Espace Grand Katanga Grand Kasaï qu'il a initié et qui se tiennent dans la capitale du cuivre depuis le 22 avril dernier. Revenons sur la fin des consultations de paix de Nairobi. Tous les groupes armés ayant pris part à ces travaux ont adhéré à l'initiative de paix du président Félix Tshisekedi et aux différentes résolutions prises à l'issue du mini-sommet des chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu au Kenya. Tous ont décidé de faire taire les armes au profit du développement de la RDC. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux des consultations de paix de Nairobi, une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prenantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 30 délégués des groupes armés venus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes ravis de l'initiative du chef de l'État. Les groupes que je représente ici avaient déjà répondu à l'appel du chef depuis 2019. C'est un groupe qui est basé à Massissi, qui en 2019 a entendu le message du chef de l'État, a répondu à l'appel de se joindre aux efforts de pacification. Il a rendu les armes. Nous louons l'initiative dans la mesure où c'est dans le cadre de recherche de la paix. Parce que, comme nous le disons toujours, il y a ceux qui disent que la paix n'a pas de prix, tout comme les autres disent aussi, la paix a toujours un prix. Nous avons accepté la main tendue du président de la République. Et cette initiative qui a fait que tous les groupes armés qui ont suivi avec importance pour se présenter ici à Nairobi pour voir comment pacifier toute la région. Parce que vous savez, non seulement la RDC, non seulement l'Ituri, mais ça concerne toute la région. L'autre moment fort de cette dernière journée aura été la participation surprise des deux chefs d'État.
Depuis leurs bureaux respectifs, les présidents Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Uhuru Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue. La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. Le Sénat a adopté 2 projets de loi de ratification dans le domaine judiciaire entre la Belgique et la RDC. C'est au cours de la plénière présidée ce jeudi 28 avril 2022 par Modeste Bahati Lukwebo, speaker de cette chambre du Parlement. En conséquence, le Sénat vote ce projet de loi. Je signale que les 2 projets de loi seront transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour promulgation. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de la Convention des transfèrements des personnes condamnées entre la Belgique et la République démocratique du Congo et celui portant ratification de la Convention d'entraide judiciaire entre Bruxelles et Kinshasa. Le débat a été houleux pendant l'examen de ces 2 projets de loi déjà votés en première lecture à l'Assemblée nationale et présentés ce jeudi devant les sénateurs par le vice-ministre de la Justice. Monsieur Amatobe Bayoba Siré a rencontré les préoccupations des élus sur la crainte d'évasion des personnes condamnées, les conditions de vie dans les prisons, le respect des droits de l'homme, les infrastructures carcérales et la nature du jugement. Cette convention viendra réduire la compétence universelle de la Belgique, dans la mesure où désormais, pour poursuivre, il faut obtenir l'accord de la RDC pour les infractions qui relève de la compétence des autorités judiciaires congolaises et c'est conformément aux dispositions de l'article 1er de la Convention d'entraide judiciaire. En plus, la RDC pourra désormais poursuivre ceux qui auront commis sur notre territoire les infractions telles que le blanchiment des capitaux, le trafic d'organes, le trafic des enfants, et qui se seraient retranchés en Belgique. Il faut noter que le transfèrement des personnes condamnées dans leur pays d'origine n'est pas automatique. Il ne peut s'effectuer qu'à la demande de la personne condamnée elle-même et le pays à qui la requête est adressée peut, en toute souveraineté, examiner pour autoriser ou pas le transfèrement de tel ou tel cas, surtout en ce qui concerne, par exemple, les cas des violences sexuelles. Je le disais en titre, plusieurs centaines des déplacés ayant fui la guerre à Nyarkoundé regagnent de plus en plus cette agglomération du territoire d'Irumu. Nous sommes en Ituri, une situation à la base de la reprise des activités socio-économiques et scolaires dans cette entité coutumière. Le chef de la chefferie des Andisoma attribue ce retour à la normale aux opérations menées par les forces armées dans cette région pour restaurer l'autorité de l'État. Il s'observe depuis le mois de juin 2021, à cette période de l'état de siège en Ituri, un retour massif des personnes déplacées dans leurs milieux respectifs, notamment à Marabou, Nyarkoundé, Irumu Territoire, Irumu Centre, Makayanga et environ. C'est le résultat de la restauration de l'autorité de l'État et la présence de forces de défense et de sécurité dans cette partie de la province de l'Ituri. En conséquence, la vie reprend son cours normal, se réjouit le chef de la chefferie des Andisoma. Je peux estimer à 70% les gens qui sont déjà avec nous ici. Et nous sommes concentrés ici au centre. Parce qu'il y a Tinakilima qui vient de reprendre. Il y a Sidabo qui a 7 villages. Sur 7 villages, il y a déjà 6 qui commencent déjà à revenir parce qu'il y a 20, 30, 10, 15 ménages. Bon, c'est déjà un retour, quoi. Pour moi, c'est déjà un signe positif. Pour certaines opinions qui pensent que l'administration militaire a démontré ses limites en Ituri, Gaston Erabomangilio reste optimiste au regard des résultats positifs sur le terrain. En chefferie des Andisoma, moi personnellement, je peux dire que l'état de siège nous a beaucoup aidé. Parce que notre retour ici, c'est l'état de siège. Sinon, j'appellerais ça l'opinion au provincial, je ne sais pas. Ne voulait pas que les gens puissent rentrer ici avant 9 mois ou bien avant 10 mois. Mais c'est l'état de siège qui a fait que la population est rentrée à Nyarkoundé.
2 mois seulement après les atrocités. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjoni, met tout en œuvre pour imposer la paix et assurer la sécurité des Ituriens. Notons que la chef-lieu du Zandisoma a une superficie de 114 km² et compte environ 32 000 habitants, avec 3 groupements aujourd'hui sous contrôle de FRDC. Et puis le gouverneur militaire du Nord Kivu a séjourné à Mangurujipa dans le secteur de Bapere en territoire de Lubero depuis hier mercredi. Occasion pour lui de réceptionner la route Butembo-Mangurujipa à peine réhabilitée sur fonds propres de son gouvernement. Il a en même temps lancé les travaux de la réouverture de l'axe routier menant jusqu'à Bandulu. La collectivité secteur des Bapere dans le Lubero profond a été honorée par la visite de travail du gouverneur militaire du Nord Kivu ce mercredi 27 avril 2022. Parti de son quartier général de Mambangu, périphérique de Beniville, le matin, le lieutenant-général Constant Dima est arrivé à Mangurujipa dans la mi-journée accompagné de ses collaborateurs. Sa première mission était de se rendre compte de l'état de la route Butembo-Mangurujipa, aujourd'hui totalement carrossable grâce à sa réhabilitation financée par les exécutifs provinciaux du Nord Kivu et dont l'exécution a été faite par la société de services Viumbira SSV. Après l'inspection et la réception de ces 100 km de route, le gouverneur des provinces a donné le go à la réouverture de la route allant de Mangurujipa à Bandulu, longue de près de 70 km. Les travaux sur fonds propres de la province. Au-delà des avantages sécuritaires, ces voies publiques faciliteront les échanges entre les habitants de Bapere et ceux de Butembo-Beni et des provinces voisines. Nous avons commencé par l'ouverture de la route de Butembo-Mangurujipa, où la circulation est fluide aujourd'hui. C'est pour notre population, du point de vue économique, et aussi pour nous militaires, du point de vue opération. Vous savez, si nous arrivons à ouvrir cette route jusqu'à Lindi et traverser jusqu'à la province de Tchopo, ça va nous faciliter le manœuvre militaire. En guise de reconnaissance, un accueil de l'Iran a été réservé à l'autorité provinciale d'abord à Ndjiapanda et ensuite à Mangurujipa par la population locale. Celle-ci affirme que le lieutenant-général Constant Dima est le deuxième gouverneur à avoir foulé leur sol dans l'histoire des Bapere. De quoi les remercier pour cet honneur, mais aussi pour l'effectivité de la communication de leur entité avec d'autres par la réouverture de la route qui constituait un calvaire il y a de cela des mois. Le gouverneur militaire a bouclé son séjour à Mangurujipa par des audiences accordées aux forces vives de la... Il faut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le commandant du mécanisme conjoint de vérification de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à l'issue de la formation sur la géopolitique, géostratégie des groupes armés et gestion des conflits armés dans la région des Grands Lacs. 6 jours passés avec les experts des 12 pays de la CIRGL pour chercher comment éradiquer définitivement les groupes armés dans la région. C'est sous un sentiment de satisfaction que l'atelier de formation sur la géopolitique et la géostratégie des groupes armés ainsi que la gestion des conflits armés dans la région des Grands Lacs s'est clôturé à Goma. Le recteur de l'université de Goma, le professeur Mouindo Mwanda, qui a co-organisé cette activité, a souligné que cette formation a été d'une importance capitale au regard des tensions observées dans la région depuis des décennies. Les questions géopolitiques et stratégiques amène parfois les États et des acteurs subétatiques et des individus à des confrontations qu'il faut juguler. Et je crois que c'est aussi la mission de la CIRGL. Et il faut les juguler en connaissance de cause. Avoir des notions supplémentaires de géostratégie, avoir des notions supplémentaires de géopolitique de l'université, cela est d'une importance capitale. José Rui Miranda, commandant du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, a salué les retombées de cette formation. Permettez-moi de clôturer ces assises en disant que nous sommes tous frères, nous sommes tous africains, frères, et nous devons rester unis pour amener notre continent à une paix durable et arriver à l'éradication totale des groupes armés et forces négatives dans notre région. Puissons-nous avoir la capacité de trouver
des solutions africaines pour les problèmes africains. Unissons nos forces, mes très chers frères et sœurs. Aussi, permettez-moi de rendre hommage à tous ceux qui, avec ou sans armes, se sont battus pour que la paix s'installe dans notre région. À la fin de la formation, les participants venus de 12 pays membres de la CIRGL ont reçu chacun un brevet de participation. Toujours dans le Nord Kivu, plus de 300 millions de dollars américains doivent être mobilisés par le gouvernement provincial et ses partenaires dans le cadre du plan d'action prioritaire du gouvernement provincial du Nord Kivu. C'est ce qu'on peut retenir du forum déroulé du 27 au 28 avril 2022 à Goma pour alignement et souscription à ce plan qui permettra de financer certains projets de développement et faire face aux défis sécuritaires. C'est après avoir été validé techniquement et endossé politiquement par le gouverneur militaire du Nord Kivu que le plan d'action prioritaire du Nord Kivu pour l'exercice 2022 a été adopté ce jeudi à Goma. Ce forum constitue une opportunité pour les partenaires techniques, financiers, acteurs humanitaires et les opérateurs économiques à contribuer directement aux enjeux positifs de développement du Nord Kivu. Il est estimé à plus de 300 millions de dollars américains qui doivent être réalisables grâce aux efforts concertés de tout le monde, a fait savoir la chef de bureau du PNUD en province qui appuie techniquement et financièrement le pape. Le chef de division provinciale de la décentralisation et réformes institutionnelles Chirac Joachim Siriaki revient sur l'importance de ce plan. Le plan d'action, c'est pratiquement une vision stratégique de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour améliorer qualitativement et quantitativement la vie de la population, à côté de ses missions spécifiques liées à l'état de siège qui consiste à la restauration de l'autorité de l'État par la sécurisation et l'anéantissement des groupes armés actifs au Nord Kivu. C'est le directeur de cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu qui a clôturé ce forum. Pierre Ovidelité précise que c'est une nouvelle page qui s'ouvre en province. Nos concitoyens attendent de nous un sens élevé de pragmatisme pour que le résultat de ces forums soit différent des autres grandes rencontres qui mobilisent tant de moyens mais sans impact visible. Comme tout le monde peut le constater, il nous faudra pour cette année plus de 300 millions de dollars pour une mise en œuvre de notre plan d'action prioritaire du développement provincial du Nord Kivu, PAP/GP/Nord Kivu 2022, pour rencontrer les attentes de nos populations. Notons que le pape Nord Kivu 2022 donne les fonds et trace le cadre de travail au quotidien des administrations et des autorités politiques et administratives. En état de lieu des frontières et relancer les actions de l'ordre opérationnel, le directeur général de la DGM et président du comité opérationnel a échangé avec les responsables des services d'assiette aux frontières en RDC. Après un temps mort dû à la Covid-19, une réunion extraordinaire de l'ordre opérationnel a été convoquée par le directeur général de la Direction générale de l'immigration et président du comité de supervision de l'ordre opérationnel, Roland Kachouantale, avec les services prestants aux frontières en RDC, dont la Direction générale des douanes et accises, la Direction générale de migration, l'Office congolais de contrôle, la police de frontières, le programme national de l'hygiène aux frontières, pour ne citer que cela. L'objectif étant d'évaluer l'application et relancer les activités de l'ordre opérationnel, occasion également pour le comité de supervision et de coordination des frontières de faire un état des lieux de toutes les frontières liquides, terrestres et aériennes. Sur ordre du chef de l'État, l'ordre opérationnel a été créé par l'ordonnance 234 par 2010 du 27 décembre. C'était pour pouvoir répondre à ces besoins-là de remettre de l'ordre, d'avoir des frontières qui fonctionnent au standard moderne comme partout ailleurs, où les grands, quand ils débarquent, ils accomplissent toutes les formalités d'usage sans subir aucune sorte de tracasserie administrative ou policière. On lançoit un appel à tous les comités de coordination au niveau provincial de multiplier des rencontres pour faire des évaluations, puisque chaque province a sa particularité, chaque frontière a sa particularité. Et l'objectif, c'est de présenter une autre image
de nos frontières. L'ordre opérationnel est une structure mise en place depuis 2010 pour rétablir l'ordre dans les frontières et aussi avoir des frontières qui fonctionnent aux normes internationales et assurer la sécurité maximum des migrants. Placer les sujets liés aux violences faites à l'homme par la femme et bien d'autres types de violences basées sur le genre au centre de l'éducation afin de lutter contre ces agressivités. C'est l'objectif de la conférence débat organisée par le département de master en transformation sociale en collaboration avec l'Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Le débat était houleux étant donné que plusieurs personnes ignoraient que certaines attitudes de la femme constituent de la brutalité à l'égard de l'homme et qu'elles sont un frein à leur épanouissement. Cette conférence débat a permis aux différents orateurs et participants, majoritairement des étudiants et autres, d'interagir sur les questions liées aux violences faites à la femme, considérées comme un frein au développement, aussi celles faites à l'homme par la femme et ses impacts sociaux, ainsi que la promotion du genre comme un atout pour la transformation sociale en République démocratique du Congo. Bien avant cela, les intervenants ont sensibilisé l'assistance sur la problématique des violences avant de prendre l'engagement de changer les mentalités des hommes et femmes, aussi de créer une société qui va prôner la paix, l'égalité des sexes et le respect. L'un des conférenciers, le professeur Sylvain Chomba, révèle le bien fondé de la dénonciation de violences faites à l'homme par la femme. Toutes sortes de violences écrasent la subjectivité de la personne, ce qui doit être évité. Permettre à ceux qui sont venus à cette conférence d'avoir une vue un peu plus large sur la vie qui est menée au foyer. C'est ce qui devait être mis aujourd'hui en évidence pour que et la femme et l'homme, tous donc, en prennent conscience et s'engagent, chacun à faire plutôt ce que j'ai appelé tantôt de l'auto-violence. Pour sa part, Georgine Gakumbi, présidente de l'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme, précise l'objectif poursuivi par sa structure. Nous avions parlé que les violences sont contagieuses. Si l'homme est violenté, demain les mêmes violences vont retourner à la femme. Alors la bonne façon de faire, prendre conscience que ça existe. Et par après, nous allons combattre les deux types de violences. Nous allons entrer dans toutes les couches parce que la violence n'épargne personne. Nous sommes victimes d'une manière ou d'une autre. Au cours de cette conférence organisée par le département de master en transformation sociale de l'Université protestante au Congo en partenariat avec l'ONG Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'éducation de manière équilibrée de tous les enfants en vue de réduire la préséance entre garçons et filles à partir des familles, l'harmonie conjugale via la justice et l'amour, ainsi que le formatage de mauvaises cultures et la réorientation de pensée dans le but de permettre à l'homme et à la femme de travailler ensemble pour éradiquer les violences sous toutes ses formes. Dans quelques jours, on va célébrer la journée du travail le 1er mai. Et ici, on parle du Code du travail congolais annoté et commenté. Et l'intitulé du nouvel ouvrage du professeur Emedi Bayolo Christian, il a été porté sur les fonds baptismaux mercredi au cours d'une cérémonie solennelle organisée à l'église Parole du Salut. Préfacé par le professeur Jean-Michel Kombo Kingimbi, ce livre de 704 pages comporte 300 notes et commentaires techniques sur des sujets majeurs, 116 thèmes de la jurisprudence et 23 sommaires des mesures d'application. L'ouvrage examine chaque article du Code du travail et de la loi sur les tribunaux du travail. Elle aborde toutes les dispositions du Code du travail dans toutes ses dimensions en alliant la loi aux autres sources pour en dégager une application pratique conforme à la volonté du législateur. Dans sa démarche, Emedi Bayolo Christian, auteur de plusieurs ouvrages liés au secteur du travail, dégage des synthèses très pertinentes en vue d'améliorer les conditions de travail dans les entreprises et établissements de toute nature. Cet article est d'abord destiné à tous les acteurs du monde du travail, que ce soit le gouvernement, que ce soit les employeurs, que ce soit les travailleurs, les syndicats et
les professeurs d'université, les étudiants, en bref les chercheurs. Ça donne un éclairage un peu sur tous les articles du Code du travail. Ça permet à chacun, par exemple aux travailleurs, de connaître leurs droits et leurs obligations. Porté sur les fonds baptismaux par Maître Justin Loubo, Code du travail congolais, annoté et commenté, est un livre de chevet, un outil indispensable qui ouvre des perspectives, des réformes envisageables à la modernisation du droit du travail congolais dans un contexte de mondialisation, a dit son auteur. Et puis, cette mise au point de l'IGF au sujet de la déclaration de l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingueté en marge de la conférence sur l'investissement RDC à Houston, au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, le chef de service regrette l'exploitation malencontreuse de ses propos par certaines personnes qui, selon lui, sont instrumentalisées par les prédateurs qui agissent dans l'ombre, espérant toujours un jour mettre fin à la traque dont ils sont victimes, et affirme qu'il a toujours, comme tout Congolais, compati à la douleur des frères et sœurs de la partie est du pays, victimes de la barbarie terroriste des groupes armés contre laquelle le président de la République, le gouvernement et les FARDC ne ménagent aucun effort pour l'éradiquer. Allez, on prend le rappel des principaux titres. Mettre fin au conflit intercommunautaire entre Katanga et Kasaïen, le chef de l'État séjourne à Lubumbashi pour clôturer le forum sur la paix et le vivre ensemble. En Ituri, petit à petit, la situation revient à la normale. Les populations ayant fui les affrontements sont de retour dans les villages grâce aux forces armées congolaises qui sont arrivées à restaurer l'autorité de l'État. Et oui, on en parle rarement et pourtant c'est une réalité évidente dans la société. Quelques hommes souffrent, mais sans le déclarer, des violences que leur font subir les femmes. Le sujet doit être au centre de l'éducation afin de lutter contre ces agressivités. Et c'est l'objectif de la conférence débat organisée par le département de master en formation sociale. Ainsi prend fin ce journal. Restez informés sur Télé 50 et sur 50 la radio. L'actualité reste incontinue.